on entend par laïcité pas seulement un rapport de l'État avec la religion, mais la question du rapport de l'État avec l'autorité en général, sa désignation, sa critique, on voit que l'école est ce carrefour incontournable où est mise en œuvre la critique nécessaire de toute autorité et de tout dogme, qu'il soit religieux, politique, économique. On dit que l'école est en crise. En réalité, elle n'est que la chambre d'écho d'une crise qui l'entoure et la dépasse. Depuis son invention, entre guillemets, en 1789, et surtout depuis le développement de son régime de croisière depuis 1880, l'école française a globalement assumé deux tâches: la transmission d'un savoir et la formation d'une identité. En d'autres termes, une mission pédagogique et une mission politique. La seconde s'effectuant sous le couvert de la première. Aussi, bien loin d'être une institution technique dont la théorie serait la pédagogie, destinée à mettre les générations montantes en possession d'un savoir et de compétences destinées alors à s'intégrer dans l'existence sociale, cette école est au contraire une institution idéologico-politique de formation d'identité hiérarchisée en classe qui utilise la transmission, l'enseignement comme alibi de cette opération de reproduction, mais qui, en même temps, ne pouvant se passer de ce masque, effectue réellement, pour une part, cette transmission. Telle est son ambivalence profonde qu'elle ne peut, pour atteindre ses objectifs, que mettre en œuvre des procédures qui tendent sans cesse, en même temps, à les contrecarrer. On sait que l'école française, qui est un lieu de réforme permanente, est en même temps le lieu de leur annulation permanente. Rien d'autre ne comptant fondamentalement que l'objectif politico-idéologique que lui a assigné la République, qui en a fait l'un de ses piliers. Quel est cet objectif? On peut le formuler de manière très simple. L'école a pour objectif de produire de l'échec scolaire. Pour être complet, il faut ajouter ainsi qu'un pourcentage modeste de réussite scolaire. Et ceci de telle manière que cet échec n'apparaisse pas comme le résultat de l'institution elle-même, mais comme la conséquence des défauts comportementaux, psychologiques et moraux de ceux qui la fréquentent, les élèves et les étudiants. C'est donc une magnifique machine d'invisibilisation de la production clé de toute classe sociale, de toute société de classe, pardon, celle de l'obéissance et de l'acceptation des hiérarchies sociales. On comprend à partir de là le vice de forme de l'entreprise traditionnelle qui s'efforce de trouver les moyens de réformer l'école, de réduire l'échec scolaire, autant vouloir demander à l'école d'être le contraire de ce qu'elle est. Et pourtant, en vertu de l'ambivalence indiquée précédemment, il existe tout aussi indubitablement des moyens de dérégler ce fonctionnement qui comporte en lui-même les germes de sa contradiction, notamment à travers l'existence d'une instruction à dimension critique. On aboutit à ce paradoxe que l'école, intransformable pour les raisons susdites, est en même temps assez facile à déformer. On peut indiquer brièvement quelques facteurs de déformation possibles. Il repose en grande partie sur des changements de mentalité plus que sur des accroissements de moyens, et on ira donc ici à contre-courant du discours syndical traditionnel. Le point central auquel il faut toucher, mais c'est plus difficile à faire admettre, consiste dans la question de l'évaluation. Il ne s'agit pas de ne plus évaluer, mais d'évaluer les choses et non les personnes. Déconnecter la transmission des connaissances de la formation des identités, acte simple qui peut se produire à tout instant, tous les jours, dans toutes les classes, se donner pour objectif de produire des connaissances et non pas des types de personnes, c'est donner par exemple à tout élève l'occasion de refaire autant qu'il lui est nécessaire le parcours d'assimilation jusqu'à ce que celui-ci se concrétise dans une réalité conforme à l'objectif préalablement défini. Tant que cet objectif n'est pas atteint, aucune évaluation n'a lieu d'être, à moins de se vouloir explicitement la stigmatisation d'une lenteur, d'un retard, d'une inaptitude, bref, d'une classification et d'une exclusion.
Et nous sortons alors d'une logique d'enseignement pour entrer clairement dans une logique politique. Cette attitude, qui ne coûte en un sens rien, ou si peu, entraîne évidemment de proche en proche d'innombrables conséquences de tous ordres. Remise en cause de la loi canonique et pourtant aberrante d'un cursus organisé en fonction des classes d'âge. Changement de paradigme pour penser le travail scolaire non plus comme un travail sur soi, mais comme un travail sur une matière, et donc ouverture sur les modèles réglants de travail social normal. Et rappelons au passage que Marx était fermement opposé à l'obligation scolaire en institution spéciale, au profit d'une formation, pas seulement technique mais aussi spéculative et littéraire, liée au monde du travail. Réflexion sérieuse sur les inconvénients de l'obligation scolaire dans sa rigidité actuelle, et inversement, sur la salutaire organisation d'une formation permanente, universelle, tout au long de la vie. Abandon des débats stériles autour du pédagogisme pour une pratique résolument non pédagogique ou apédagogique de l'enseignement, ce qu'on a pu appeler, le terme évidemment pose de nombreux problèmes, la méthode naturelle qui vaut à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. L'apprentissage d'un vrai langage écrit, la lecture de vrais livres, permet d'écarter ces objets tératologiques que sont les manuels scolaires. Un exemple, dans le domaine des sciences notamment, l'intérêt tourné vers les sciences en train de se faire, et non vers cet état mort du savoir scientifique que Bachelard déjà dénonçait, permettrait une véritable libération de ces disciplines comme les mathématiques et la physique, qui sont aujourd'hui honteusement asservis en instruments de sélection des personnes, pour donner une impulsion nouvelle à ces outils de compréhension du monde naturel et technique contemporain. Une telle révolution culturelle aurait pour effet, et ce n'est pas le moindre, de remettre entièrement entre les mains des politiques la tâche ingrate, alors abandonnée par l'école, celle de la stigmatisation, source de servitude volontaire. L'identité que continuerait à conférer l'école à ses membres serait celle de citoyens égaux en droit, malgré leurs différences de rythme et de style d'appropriation des savoirs. Il resterait alors à inventer d'authentiques procédures d'intégration sociale, qui ne seraient plus masquées par des manipulations pédagogiques, mais qui apparaîtraient ouvertement pour ce qu'elles sont, des choix politiques.